Bonjour amis auditeurs de Radio Isoa, c'est Aloïs Gonzague qui vous salue. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons notre invitée Félicité Muyimundu. Elle va aujourd'hui nous parler de la télévision et le développement de l'enfant. Docteur Félicité, bonjour. Bonjour. Oui, nous allons donc parler de la télévision et le développement de l'enfant. Bienvenue. Merci beaucoup et bonjour amis auditeurs. Merci de passer un peu de temps avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la télévision et du développement de l'enfant. Avec le développement, aujourd'hui nous avons, disons presque partout, la télévision. Disons dans les milieux citadins, il y a partout la télévision. Même dans les villages, nous voyons la télévision nous envahir. Et il y a beaucoup de gens qui prennent la télévision comme un instrument éducatif. Et il est vrai que la télévision peut être utilisée pour éduquer les enfants, pour éduquer les jeunes, pour éduquer les adultes. Mais je pense que nous devons faire un peu d'attention parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, peut-être en dehors de notre pays ou en dehors du milieu africain, même il y en a aussi dans le milieu africain, mais c'est surtout dans les pays occidentaux où on fait beaucoup de recherches dans tous les domaines. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la télévision. Au fait, si les enfants, les jeunes sont trop devant la télé, il y a des effets néfastes sur leur bien-être psychologique, sur l'état physique et sur l'état mental. Donc, c'est ça qu'on va voir un peu progressivement. Nous allons parler des nourrissons. Il y a des gens qui vont un peu se poser des questions. Est-ce que les nourrissons ont affaire avec la télévision? Justement, je parle des enfants qui ne savent pas encore marcher, par exemple. Des enfants qui n'ont pas encore 3 ans, qui ne savent pas. Voilà. Et les enfants, les nourrissons, c'est des enfants qui sont encore au sein, des enfants qui sont encore petits, qui sont encore portés, qui n'ont pas encore l'âge de marcher, l'âge de sortir, l'âge de courir. Ce sont des nourrissons. Parce que quand on a 3 ans, quand on peut aller à l'école, on n'est plus nourrisson. On est un petit enfant, mais on n'est pas nourrisson. Donc, comment est-ce que ça se passe? Il y a des parents qui, comme les enfants, les nourrissons, ils voient, ils perçoivent des images, ils perçoivent des mouvements. Et pour rendre l'enfant calme, il y a des parents qui mettent un enfant devant la télévision. Donc, ils le mettent en position de façon que ses yeux sont fixés sur les images et les enfants sont distraits. Et comme ça, la maman peut s'occuper de ces tâches sans problème. Donc l'enfant sera très calme. Elle est très dangereuse pour ces enfants. Et ceux qui ont fait la recherche là-dessus, ils disent que l'expression qu'ils ont utilisée, c'est que ce sont des méthodes qui prennent des enfants trop jeunes pour de futures bêtes à concours. Futurs bêtes à concours, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui apparemment développent certaines capacités intellectuelles. Et quand on parle de concours, il y a des gens qui suivent beaucoup la télévision, qui voient des gens qui participent au concours de maths, de lettres, et ils font des merveilles. Ils ont une capacité intellectuelle supérieure à celle de beaucoup de personnes. Et c'est l'un des éléments qu'on a trouvé. Faire des enfants, trop jeunes enfants, de futures bêtes comme un animal, bêtes à concours. C'est-à-dire que il y a pas trop d'humanité là-dedans. On trouve que c'est un enfant à concours qui va réussir des concours. Mais en même temps, on reconnaît que ça nuit, c'est désavantageux, c'est mauvais pour le développement harmonieux de leur psychisme, de leur vie psychique. C'est-à-dire que, vous voyez une personne, je l'ai dit dans les émissions que nous avons partagées en Kinyarwanda, une personne a 3 dimensions. Il y a la dimension cognitive, qui regarde le côté intellectuel. Il y a la dimension psychologique, ou la dimension affective, émotionnelle. Et puis il y a le côté physique. Alors, il faut qu'il y ait un développement harmonieux des 3 instances. On peut donc bien développer l'intelligence, mais oublier le côté humain, le côté social. Affectif. Oui, et le côté affectif. Souvent, on oublie ça. Et c'est ainsi que ces chercheurs rappellent aux parents
que c'est à travers les ressentis de la mère que le bébé comprend le monde. C'est-à-dire que si on veut qu'un enfant soit intelligent, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'environnement, il maîtrise beaucoup dans le cadre de la culture intellectuelle, disons. Mais l'enfant a-t-il besoin de s'asseoir devant la télé pour devenir une future personne qui est très intelligente, qui peut reproduire des choses, qui a une capacité intellectuelle extraordinaire? Non. On dit que l'enfant a besoin de grandir depuis le jeune âge entre les mains de sa mère. C'est à partir des ressentis de la mère, ce que la maman observe, ce que la maman ressent, ce que le bébé partage avec sa maman, qui va l'aider à comprendre le monde. Et on explique aussi que la compréhension du monde se structure au fil d'expériences physiques et relationnelles. C'est-à-dire que l'enfant, pour comprendre le monde, pour maîtriser son monde qui est scientifiquement exploité, qui est scientifiquement étudié, et pour qu'il aille au niveau de la compréhension suffisante de son monde, il acquiert son monde, cette maîtrise, il l'acquiert au fur et à mesure qu'il fait des expériences personnelles au niveau physique et au niveau relationnel. Donc, il n'a pas besoin de s'asseoir devant les images qui se déroulent pour développer cette intelligence. Et la culture, donc les éléments culturels, les livres, la lecture et les images, ça viendra après pour étayer ces expériences. Et ici, on reconnaît que le dessin animé appartient à cette dimension culturelle au même titre que les apprentissages scolaires. Donc, si on utilise seulement le dessin animé, comme on a les apprentissages scolaires, donc ça peut se comparer, mais on oublie le côté relationnel. L'enfant apprend avec les gens, avec les parents, avec les voisins, avec les frères et sœurs. Donc, mettre un enfant devant un appareil qui bouge, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ça qu'on a dit que ça nuit au développement psychique. Et quand on parle du psychisme, c'est quelque chose qu'on n'observe pas. C'est un domaine qui relève des spécialistes de la psychologie ou de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Donc c'est un domaine qui nous échappe, nous, les personnes du quotidien, mais il faut qu'on fasse attention. Donc, je pense que par rapport au nourrisson, on a suffisamment parlé de cet élément. Et l'élément qui va suivre, c'est la télévision, justement, qui est source d'aliénation mentale et de violence infantile. Et c'est cela que nous allons parler de cela justement. La télévision est source d'aliénation mentale et de la violence infantile. Merci. Nous avons parlé tout à l'heure de la télévision et le nourrisson, donc les petits-enfants. J'espère que nous n'avons pas beaucoup de parents qui utilisent cette technique pour éduquer nos bébés. Alors, le deuxième point, c'est la télévision. On dit que la télévision peut être source d'aliénation mentale et de violence infantile. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pour arriver à trouver des résultats? Des recherches ont été faites et elles ont été orientées vers la recherche du lien probable entre les comportements délictueux, donc le comportement de délit, les délits que les gens font, les enfants, les jeunes délinquants, le lien entre ces comportements et la violence télévisuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, j'en ai parlé, nous avons vraiment beaucoup de télévision ici et là. Il y a beaucoup de formes aujourd'hui de technologie. Il y a la télévision, il y a l'Internet, il y a des gens qui ont presque tout sur leur téléphone. Alors, qu'est-ce que les recherches nous ont dit ou quels sont les résultats de ces recherches sur le lien éventuel entre les délits que nous observons aujourd'hui et cette violence qui est télévisée? Le problème que les gens se posent, c'est de savoir l'effet immédiat de la télévision. Alors, si c'est l'effet immédiat, on va penser à l'imitation. Est-ce que l'enfant qui observe la télévision, la violence sur la télévision, est-ce qu'il va passer directement à l'acte? C'est ça que les gens voient immédiatement dans la problématique de la télévision et la violence infantile. On va penser à l'incitation à la violence. Ok. Mais il y a des gens qui disent, attention, le problème n'est même pas ça. Le problème n'est même pas que l'enfant, s'il voit la télévision, la violence télévisée, il va immédiatement imiter. Il va être incité à la violence. On dit que c'est beaucoup plus profond. Le risque qui doit préoccuper les personnes autour de la violence télévisuelle, c'est celui d'une influence plus profonde et plus durable. Donc l'enfant peut avoir une influence profonde et durable qui va modifier
peu à peu l'attitude de ces enfants à l'égard de la violence. Ce n'est pas seulement d'imiter la violence, mais l'attitude à l'égard de la violence. Donc, l'attitude des enfants, petit à petit, va être modifiée vis-à-vis de la violence, ou bien cette façon de faire va modifier le point de vue par l'accoutumance, c'est-à-dire qu'il va s'habituer à la violence. Soit aussi le fait, c'est que ça peut favoriser des dispositions qui peuvent éclater un jour de façon imprévisible. Bref, les enfants qui regardent de la télévision, qui regardent de la violence à la télévision, on ne va pas se limiter seulement à l'imitation de ce que l'enfant a vu. On va penser à ce que ça fait sur son comportement, sur son attitude, sur sa personne, même la personnalité, sa façon de voir la violence, les dispositions, quelque chose que ça crée en lui et qui pourra apparaître, éclater dans sa vie de tous les jours. Il est difficile souvent de savoir lier certains de ses comportements justement à l'image qu'il a vue il y a longtemps. On voit ça un peu. Les questions qu'on peut se poser pour comprendre un peu le danger ou la profondeur de cette question, on peut se poser quand un enfant voit la violence télévisuelle, la violence, on va entendre les gens qui s'entretuent, les gens qui se battent, les feux, les choses qui brûlent, la guerre. On va voir même la violence sexuelle, la violence verbale, les gens qui s'insultent, la violence physique, psychologique, tout ça, les enfants perçoivent. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que l'enfant perçoit réellement? Qu'est-ce qui est dans sa tête? Parce que quand un enfant est avec un adulte, vous vous imaginez que les images sont les mêmes, mais ils ne perçoivent pas la même chose. Qu'est-ce que l'enfant perçoit? La perception, c'est quelque chose qui est vraiment très scientifique, comme biologique, et je parle aux biologistes. La perception, il y a l'image, il y a l'enfant qui regarde, il y a maintenant qu'est-ce que l'enfant reçoit, disons, quelle est l'interprétation que l'enfant fait de ce qu'il voit à la télévision. Comment digère ces enfants, comment ces enfants digèrent le retentissement des images violentes qu'ils voient et le bruit qui les accompagne. Quand on parle du mot gérer, la digestion d'une image, l'enfant perçoit ça. Ça fait des émotions sur sa psychologie, sur sa vie, sur son affectif. Comment est-ce que l'enfant va gérer ça? C'est un peu la gestion. Alors, quel conditionnement ou apprentissage en tire-t-il? L'enfant qui voit ça. Qu'est-ce qu'il apprend de ça? Quand on voit quelque chose, je sais que, je ne sais pas si on fait ça aujourd'hui de façon suffisante, mais quand on lisait un texte aux enfants, il y a quelques dizaines d'années, à l'école, ou même à la maison, quand on écoutait des légendes, là où il y a des histoires qui font peur, des choses qui font rire, alors chaque fois, il y avait une leçon qu'on tire de ça. Maintenant, quelle est la leçon que les enfants tirent des images violentes qu'ils reçoivent à la télévision? On va voir un peu les effets de cette violence télévisuelle de façon plus concrète. Et tout à l'heure, vous aviez une question. Ah oui, je voulais simplement que vous donniez un peu de conseils pour les parents qui ont des nourrissons vis-à-vis de la télévision. C'est clair qu'il ne faut pas mettre les nourrissons devant la télévision, ça on a dit. Il faut que l'enfant apprenne entre les mains de sa maman, de ses frères, de ses sœurs, des voisins, dans un contexte relationnel, dans un contexte physiquement, disons, éducationnel, si vous voulez. Là, vraiment, c'est clair. Mais le point que je viens de développer, c'est justement la violence télévisuelle que regarde même maintenant, on n'est plus aux nourrissons, on est aux enfants. Vous voyez, il y a des enfants qui se lèvent très tôt le matin pour s'asseoir devant la télévision. Et attention, il y a aussi des dessins animés qui sont très violents, qui marquent beaucoup de violence. Il y a beaucoup. Je pense que la suite va un peu nous aider à mieux comprendre. Et l'imitation, vous allez parler aussi d'imitation. Oui. Parce que si l'enfant regarde la télévision, il va imiter. Mais justement, nous avons dit que la première préoccupation des personnes quand on parle de la télévision, de la violence télévisée, on pense, l'enfant va imiter ça. L'enfant va tuer comme l'autre a tué. Mais on a dit qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a le changement de l'attitude de l'enfant face à la violence, la perception de la violence. Et puis, on est inquiet de savoir réellement qu'est-ce que l'enfant perçoit. Et c'est ça qu'on va voir dans la suite. Et comment l'enfant digère ça, ça aussi on voit dans la suite. Et maintenant,
quelle est la leçon que l'enfant tire de cette violence qui est visualisée. Et là, je pense que allons progressivement pour voir l'effet justement de la violence sur les petits-enfants. Alors, le premier effet justement, c'est l'imitation. Ça, c'est clair, c'est facile à voir. Vous allez voir des enfants qui jouent à l'école primaire, à la maternelle, dans la rue. Les enfants jouent à ce qu'ils ont vu à la télévision. Ils imitent carrément. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des jeux qui ressemblent à ces instruments que les enfants observent à la télévision. Les enfants ont des fusils, les enfants ont tout ce qui est utilisé. Et là, vous voyez que les parents achètent beaucoup ces jeux, ces instruments, ces jouets aux enfants. Bon, parce qu'ils trouvent ça normal. Et puis les enfants aiment ça. Quand vous amenez un enfant dans un supermarché, un garçon va toujours rechercher le jouet qui va l'aider à ressembler à la personne qu'il a vue à la télévision. Dangereux. Donc ça, c'est l'imitation. Et là, on est sûr et certain qu'une mauvaise télévision peut réellement avoir une influence nocive qu'elle induit à la violence les enfants qui regardent les émissions violentes. Donc ça, il n'y a pas de doute. Quand les enfants voient des émissions violentes, ils vont imiter ça. Et ça, c'est clair. Maintenant, autre chose, c'est quoi? C'est la banalisation de la violence et de la mort. Les enfants parviennent à banaliser la violence. Un enfant observe une violence extrême, il n'y a pas de sentiment. Il trouve ça normal et l'enfant va te dire, maman, c'est pour de faux, c'est pas vrai. Alors que parfois les adultes n'arrivent même pas à regarder là où quelqu'un tue l'autre, le sang qui coule. Et les enfants regardent ça. Ils ont banalisé la violence et ce qui est grave, c'est qu'ils banalisent aussi la mort. Parce que finalement, ça devient un problème. D'un côté, la télévision banalise les deux, la violence et la mort, parce que dans les dessins animés que les enfants observent, à un certain moment, l'enfant voit quelqu'un qui reçoit un coup, par exemple un fusil, par exemple, donc qui est très violenté, et puis demain ou quelques minutes après, il voit que la personne n'est pas morte. Que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit... Donc, il est partagé, il voit les effets de la violence, une violence extrême, qui devrait conduire à la mort, mais quelques instants après, comme c'est dans le film, comme c'est dans des dessins animés qui sont faits comme ça, après, il revoit la même personne qui était morte ou qui devrait être supposée morte et il voit la personne encore vivante. Donc, c'est-à-dire que dans la tête de l'enfant, il y a une confusion. Et l'enfant n'acquiert pas la notion de ce que sont la mort, la bombe, le coup de matraque, la chute dans un précipice. Parce qu'il voit des personnes et ça devient un jeu. On meurt et puis on revient. On reçoit un coup de matraque et puis après quelques temps, on est en train de rigoler. Tu vois quelqu'un qui sort de très loin et puis il tombe dans un... Et puis il se lève intact. Il n'y a pas de problème. Donc ces images que les enfants observent, que les enfants consomment tous les jours, donc ils sont confus. Ils ne savent pas qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, quand est-ce qu'on meurt, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui a conduit à la mort, ainsi de suite. Et souvent, il y a aussi un problème. On voit une chaîne de télévision aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est troué, qui est mort, et puis dans l'autre chaîne, dans une autre chaîne ou dans une autre émission, on trouvera le même joueur. Donc, les enfants, ils voient ça, c'est très rapide. Ils sont confus. Et puis, au fur et à mesure que les jours avancent, je pense que ça crée des problèmes. Et les problèmes que ça crée, c'est justement après la banalisation de la mort et de la violence, c'est que l'enfant maintenant est perturbé dans sa perception du réel. Il ne sait plus différencier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La réalité, c'est quoi réellement? Il y a une certaine confusion. Voilà, il y a un grand problème. C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui explique un peu ça d'une autre façon et je pense que c'est un peu plus facile. La télévision a un effet destructeur sur la perception du réel. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais, les caricatures qu'on fait dans les dessins animés des enfants. Les enfants, à un certain âge, ils trouvent normal que les pierres marchent, que les arbres marchent, que les arbres parlent, que les animaux parlent. Donc ça, c'est un moment qui paraît normal pour les enfants. Mais ça devient un grand problème quand on se penche sur les statistiques et justement, quand on fait un peu de recherche, on trouve qu'il y a beaucoup de criminalité infantile. La criminalité juvénile est vraiment en hausse
ces 20 dernières années. Il y a beaucoup de criminalité qui est faite par les enfants sur les enfants ou par des enfants sur de grandes personnes, mais il y a aussi une criminalité sur eux-mêmes, par eux-mêmes, parce que justement, par ce défaut de perception du réel, les enfants ne comprennent plus finalement ce qui se passe. Par exemple, je pense que, je ne sais pas si tout le monde a su cette histoire, où il y a une aventure tragique des petits Américains qui se prenaient pour Superman, et je pense que je l'ai bien prononcé. Superman, c'est un personnage que les enfants aiment voir dans les dessins animés des enfants. Oui. Et c'est quelqu'un qui est très fort, qui saute, qui vole. Alors les enfants ont essayé de l'imiter. Ils se sont munis d'une cape et ils ont sauté par la fenêtre d'un étage élevé, croyant voler. Ils pensaient voler comme un oiseau. Comme ils voient... Les enfants? Oui. Ça s'est fait en Amérique. Et ils sont morts? Ben, bien sûr. Ils ont cru parce qu'ils ne perçoivent plus réellement. La perception du réel est faussée. Donc, ils s'habillent comme leur héros, Superman. Et puis, ils vont sauter à travers la fenêtre comme ils le voient faire dans les films, dans les dessins animés. Et ils sont sautés d'un niveau très élevé, évidemment, et ils sont morts. Donc, c'est écrit dans tous les documents, justement, qui parlent des méfaits de la télévision. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Il y a un roi qu'on a pendu, et les images sont sorties à la télévision. Beaucoup d'enfants l'ont vu. C'est un président ou un roi. Je pense que c'est Hussein, quelque chose comme ça. Non, il y a quelques années, c'était un président d'un État. Il a mérité la pendaison. On l'a pendu, tous les enfants l'ont vu, ceux qui ont la télévision à la maison. Et quelques temps après, un journal est sorti en déplorant des enfants qui ont imité le jeu. Et un enfant a mis son frère ou sa sœur dans une corde en jouant à la pendaison de ceux qu'ils ont vu à la télévision. Mais bien sûr, et quand l'enfant a commencé donc il l'a mis dans la corde, il a aidé à se mettre dans la corde, à se pendre, disons, à faire le jeu, parce que les enfants, c'est des frères et sœurs dans la maison, ils étaient en train de jouer. Et puis, quand la victime est pendue, a commencé à faire des gestes bizarres de quelqu'un qui est en train de mourir, l'enfant a couru en disant, venez, on a joué au jeu de terre, je n'ose pas prononcer le mot. Ça, c'est un problème. Oui, et puis, bien sûr, vous imaginez que le temps que les parents viennent, qu'ils enlèvent la corde de l'enfant était passé. Bon, ça c'est pour faire comprendre cette idée de mauvaise perception de la réalité. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent au fusil, qui peuvent tuer des camarades sans savoir ils croient qu'ils sont en train de jouer, et puis peut-être la personne va revenir comme ils voient dans les dessins animés auxquels ils sont exposés tous les jours. Donc, de plus en plus, des statistiques montrent que il y a la délinquance juvénile, et on établit un lien entre cette délinquance juvénile, surtout en rapport avec ces différents meurtres. On met un lien avec la télévision. Alors, je pense qu'on va parler sur le long terme, et c'est ça qui, les parents, nous devons aussi faire attention. À long terme, nous voyons des enfants qui sont devant la télé, qui apprennent à se comporter comme les personnages de la télé le font. Et puis, ce sont des enfants. Et puis, on peut penser que ça va s'arrêter là. On peut penser que quand l'enfant va grandir, que ces façons de percevoir la vie qui n'est pas correcte, qui est un peu désorientée, on pense que ça va finir. Non, ça ne finit pas. On dit que cette culture de la violence qui commence au bas âge aura ses fruits qui sont retentissants à l'adolescence et même à l'âge adulte. Et qu'est-ce qu'on dit? À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui sont toujours accrochés à la télévision? L'imaginaire de ces enfants qui sont exposés à la télévision, et on a observé ça chez des enfants qui ont besoin de thérapie, donc qui sont malades, disons, et qui vont consulter les psychologues. Et on a trouvé que l'imagination de ces enfants est très, très perturbée. Et cela se manifeste... Des enfants qui regardent la télévision. Oui, c'est-à-dire que les enfants qui ont été exposés trop à la télévision, souvent la télévision violente, bien sûr, on va constater que quand ils vont voir les psychologues pour un problème quelconque, on va se rendre compte que ces enfants, leur imagination est perturbée. L'imagination, donc s'imaginer quelque chose. On peut dire à un enfant, imaginez-vous, quand on est à l'école, on dit aux étudiants, imaginez-vous ceci, 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 et puis tirer des conclusions. Donc l'imagination de l'enfant est perturbée. Et là, on dit que ça se manifeste fortement au seuil de l'âge adulte.
au seuil de l'âge adulte. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir des problèmes et on va dire, bon, l'enfant a des problèmes. Alors que si on fait une analyse rétrospective, on se rend compte que c'est ce genre d'enfants qui ont des problèmes d'imagination sont des enfants qui ont été très longtemps exposés à la télévision. Alors là, on a un peu de chance. Oui, bien sûr, c'est un grand problème et je pense qu'il y a des choses que nous vivons sans savoir d'où ça vient et il est temps que, bon, si on peut donner des informations, on peut profiter des différentes recherches. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Ces psychologues, ces psychothérapeutes ont constaté que le problème est d'insensibilité à la violence, la cruauté donc est très cruelle et le fait d'être indifférent à des normes sociales. L'indifférence à des normes, c'est-à-dire que la moralité, c'est pas un problème pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé que le niveau de ces enfants qui sont trop longtemps exposés à la télévision et quand ils sont adolescents ou au seuil de l'âge adulte, ils ne sont plus dans les mesures de l'acceptable. Les normes sociales. Non, les normes sociales, c'est pas. Donc, que ce soit par rapport à la cruauté, ils sont très cruels. Ils ont une cruauté, ils ont une insensibilité à la violence. Ils ont une indifférence à des normes sociales, c'est-à-dire les normes sociales de tous les jours. Ils deviennent très indifférents et on ne peut plus les classer dans le commun des morts. Les hommes, normalement, est très cruels, à l'extrême. On ne peut pas penser à ça, à un enfant ou à un jeune adolescent. Être indifférent à la violence, qu'on coupe une personne avec une machette, qu'on fasse tomber quelqu'un avec un coup de matraque, qu'on fasse... Un fusil. Ça ne leur dit rien, que ce soit réel ou pas. Même quand il voit ça dans son jardin, quand il voit ça dans sa maison, ce n'est plus un problème pour lui. Et vous vous imaginez que s'il est insensible à toute violence, à toute forme de violence, mais il peut facilement le faire. Et quand il le fait, il ne peut pas se mettre dans la peau de la personne qui souffre parce qu'il ne sait plus, il ne perçoit plus cette souffrance. Et vous vous imaginez ce que nous pouvons développer devant la télévision aujourd'hui chez nos enfants. Et je pense qu'il faut un peu être réaliste et voir que nous avons déjà ce genre de problème. Avant qu'on arrête, laisse-moi parler un peu de la violence sexuelle sur la télévision. La violence sexuelle sur la télévision, et là, quand je parle de la violence sexuelle sur la télévision, il ne faut pas penser seulement à l'acte que souvent on cache. Il y a tout ce qui précède. Et la sexualité, c'est pas seulement l'acte sexuel, il y a tout ce qui est autour de la sexualité. Alors la violence sexuelle, quand on parle de violence, c'est quelque chose qui est forcé, il y a la force là-dedans, on a forcé, on a fait souffrir, on a fait quelque chose qui n'est pas permis. Et alors la violence télévisuelle peut engendrer, évidemment, le phénomène d'imitation. Ça, c'est clair. On voit des enfants qui imitent ça. Moi, j'en ai vu. Les enfants voient comment les gens font tout ce qui se fait là, autour de la sexualité. Et vous voyez des enfants qui sont très naïvement, qui sont très spontanés. Ils sont en train de jouer à ça. Que ce soit en position couchée, position debout, la façon qu'ils ont vu faire à la télévision. Ils font ça. Donc ça, c'est normal. Mais il y a aussi ces images de violence et de comportement sexuel aberrants qui modifient profondément la psychologie de l'enfant, surtout quand il est jeune. Et cette perturbation se caractérise par une perte du sens moral. Encore, on revient à la sexualité et on vient à la perte du sens moral. Nous avons trouvé que généralement, la violence conduit à la perte de la perception de la réalité. Elle conduit aussi à la perte du sens moral. C'est quoi le sens moral? Le sens moral, c'est qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. On peut faire ceci, on ne peut pas faire ça. Les enfants n'ont plus ce sens à cause de la violence sexuelle télévisée qu'ils voient tous les jours. Et vous ne pouvez même pas contrôler ça. La perte du sens moral. Et cette perte du sens moral pourra avoir des conséquences imprévisibles tout au long de la vie de l'individu. Et qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est encore une fois une perte du sens et du réel. Donc vous voyez, je pense qu'il y a trop de violence sexuelle sur la télévision que finalement, je ne sais pas si on pourra équitablement dire ça, le comportement des enfants, ça c'est à cause de la violence sexuelle ou c'est la violence en général, physique et d'autres formes de violence. Mais le fait est que nous constatons que ce soit pour la violence en dehors de la sexualité,
que ce soit la violence sexuelle elle-même, elle conduit à la perte de la moralité, elle conduit à la perte du sens du réel. Quand on perd le sens du réel, c'est-à-dire on ne sait plus faire souffrir c'est quoi, jouer c'est quoi, rigoler c'est quoi, et c'est un grand problème. Je vais parler d'un dernier point, la fatigue et l'angoisse chez les enfants, qui sont aussi la conséquence de la télévision. Donc, on a parlé de ces effets, on a parlé de l'imitation, on a parlé de la banalisation de la violence et de la mort qui conduisent à la perte du sens du réel, à la destruction de la perception du réel. Nous venons de parler de la sexualité qui conduit aussi à la perte du sens moral, à la perte du sens réel, du réel. Et parlons un peu de cette fatigue et de cette angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que les enfants regardent beaucoup. Parfois, les parents se disent que non, ce sont des dessins animés. Il y a des petits enfants, il y a des petits oiseaux. On fait parler les animaux comme des enfants. On fait parler, même les grands, on les fait parler comme des enfants. Là aussi, c'est une déformation de la réalité un peu. Ce qu'on retient en tout cas ici, c'est que les enfants voient des histoires et des histoires qui créent des émotions. Quand ils sont devant la télé, ils sont émus. Ils sont contents, ils rigolent beaucoup, ou bien ça fait peur, quelque chose qui fait peur, et puis ça angoisse un peu, comment ça va finir. Et puis l'enfant commence à s'imaginer la suite. La suite est que l'enfant aimerait que la suite soit comme ça, ou qu'elle soit comme ça. Et parfois, à la fin de la séance, l'enfant ne connaît pas la suite. Et quand l'enfant ne connaît pas la suite, c'est-à-dire que le film ou le dessin va se prolonger. Même quand il y a la fin de l'émission, l'enfant va prolonger le film à lui-même ou le dessin. Il va continuer à penser à ce qui va suivre. Et ça va créer des cauchemars quand l'enfant dort. Et quand l'enfant a des cauchemars, il ne va pas bien dormir. Et quand il ne va pas bien dormir, la journée, si l'enfant doit aller à l'école, si l'enfant va à la maternelle, c'est un enfant qui ne sera pas attentif au programme du jour parce qu'il a des problèmes de sommeil, il est fatigué. Ça, c'est une conséquence. Donc, les émotions que l'enfant refoule créent des situations disons, d'angoisse, des situations d'inquiétude, et ça devient une situation morbide. C'est-à-dire l'enfant n'est pas en bon état. L'enfant n'est pas en bonne santé. Et ça lui crée la fatigue, mais non seulement la fatigue physique, mais aussi des problèmes d'ordre psychologique. Donc, il faut donc qu'on fasse attention. Et les psychologues disent que quand l'enfant regarde les fictions de l'écran, quand elles sont choquantes et quand elles sont difficiles à assimiler, ce que j'ai appelé digérer, quand c'est choquant, quand c'est difficile à digérer, l'enfant risque de se trouver dans un état qu'on appelle un état de confusion. Et cet état de confusion, il le maîtrise mal, il ne comprend pas et ça le dépasse. Et là, on dit que parfois quand un enfant est dans cet état de confusion lié à ces images, à ces inquiétudes qui relèvent des images qu'il voit, on dit qu'il y a des clignotants. Mais les clignotants, c'est-à-dire les alertes, des alertes que tous les parents ne peuvent pas connaître. Peut-être c'est juste les spécialistes. Et les enfants ont un comportement inhabituel. Il a des troubles divers, les troubles divers. Il a des cauchemars. Il a un enfant qui dit, oh, moi je ne veux pas qu'on éteigne la lumière la nuit. Quand l'enfant commence à dire, oh, je ne veux pas qu'on éteigne, je veux que ça reste allumé. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des petits problèmes comportementaux que l'enfant va manifester, et rares seront les parents qui vont faire un lien entre ce comportement qui est un peu inhabituel et l'enfant qui va crier la nuit, qui va avoir peur, qui va se lever à aller cogner chez les parents. Maman, bon, tous ces problèmes, il faut qu'on a. Et quand c'est la répétition de ces cauchemars, c'est cette santé physique de l'enfant qui est menacée, c'est la santé psychique aussi qui est menacée, et il paraît qu'il y a même des enfants qui refusent de dormir par peur de ce qu'ils vont avoir la nuit. Donc vous voyez, c'est des questions qui ne sont pas quand même à négliger. Et on va dire que aussi, il paraît que la violence n'est pas la seule qui produit des cauchemars. Il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants. L'excitation de type sexuel et les situations de transgression. Je reviens à la sexualité par rapport à cette fatigue, par rapport à cette angoisse.
excitation de type sexuel. C'est-à-dire que vous voyez les enfants quand ils voient des situations d'ordre sexuel. Il faut observer les enfants quand ils observent des gens qui sont en train d'avoir des relations de type sexuel. Les enfants observent ça et puis vous voyez qu'ils ont des émotions, ils ont des façons bizarres d'observer, ils se regardent des sites web et puis il y a aussi une autre situation, transgression, des situations de transgression, c'est-à-dire des situations où la personne fait ce qu'il ne devrait pas faire. Une transgression à la moralité, à la norme sociale. Les enfants aussi voient ça. Mais alors, ce genre de situation aussi cause de l'angoisse chez les enfants. Donc ça, ce sont des éléments que nous devons retenir. Il y a la fatigue physique, il y a la perturbation psychique ou psychologique qui est liée à l'angoisse, à la peur, au cauchemar, qui sont conséquentes des images émouvantes, des images choquantes qui sont vues à la télé et qui sont souvent répétitives. Parce que l'enfant voit ça souvent et parfois ça recommence. Bon, je pense que la dernière question que tu vas me poser, c'est alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire justement? Pour les nourrissons, nous avons dit qu'il est hors question qu'on mette les nourrissons devant la télé. Maintenant, on sait qu'il y a des effets positifs de la télévision, des dessins animés en fonction de la psychologie de l'enfant. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant soit accompagné dans la visualisation de ces images. Quand l'enfant est accompagné, les adultes qui voient l'enfant changer de comportement en fonction des images, en fonction de ce qui le choque, ils peuvent l'aider à supporter, à gérer la situation. Ils peuvent lui expliquer, ne t'en fais pas, ça se passe comme ça. Donc, l'enfant peut être assisté par les parents et c'est très, très important. Et puis, il y a une autre chose. Il faut que les parents sachent, si c'est possible, à part que c'est vraiment presque impossible, choisir les bonnes émissions pour les enfants. Mais les bonnes émissions, tu vas les choisir à quel moment? Parce que la télévision, nous ne la contrôlons pas. Oui, il y a justement de bonnes émissions. Voilà, il y a des bonnes émissions. Il y a même des dessins animés qui sont corrects, qui sont psychologiquement acceptables. Mais alors, il faut que les parents soient informés quel dessin animé l'enfant est autorisé à regarder, quel dessin animé l'enfant n'est pas autorisé à regarder. Donc, la sélection de ce qui est bien, et puis accompagner l'enfant de voir la télé, qu'il ne voit pas la télé, qu'il ne crie pas, qu'il ne tu vois, l'enfant s'exclame, il crie, il rigole, tantôt il va pleurer. Il faut qu'il soit avec quelqu'un qui l'aide à gérer, à interpréter ces images. L'autre chose, c'est quoi? Il y a un temps que les enfants ne doivent pas dépasser devant la télé. L'enfant, normalement, le temps de l'enfant, c'est jouer. Il faut que l'enfant joue, qu'il bouge physiquement. L'enfant ne peut pas rester assis des heures et des heures devant la télévision. Normalement, un enfant normal, c'est celui qui bouge. Il va courir, il va sauter, il va faire des recherches dans la nature. Il ne faut pas que l'enfant soit assis. Déjà, le fait de s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, quand c'est le week-end, quand c'est le moment où l'enfant n'est pas parti à l'école, quand c'est les vacances, déjà physiquement, c'est très mauvais. Et puis, l'enfant ne se développe pas comme ça, restant assis de cette façon. Il faut bouger un peu. C'est-à-dire que par jour, on peut le laisser 1 heure dans la journée, mais pas dépasser 1 heure par jour devant la télévision. Il y a d'autres recherches auxquelles je ne vais pas faire allusion qui montrent que rester trop longtemps assis devant la télé, même si c'est de bonnes émissions, même si c'est de bons dessins animés, même si c'est quelque chose qui est intéressant, qui est bien, le fait de rester trop longtemps assis devant ce genre de situation, même si ce n'est pas naturellement nocif, ça devient un danger pour l'enfant parce que ça joue sur son psychisme, ça joue sur son psychologique, ça joue sur sa nature, rester assis des heures et c'est pas bon. Voilà, je crois qu'on est à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, chers auditeurs. Notre invité était Dr Félicité Muhimundu, à qui je dis grand merci. Bon, merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont écouté l'émission. Le grand conseil, c'est qu'on essaie de gérer la télévision, que la vie des enfants ne soit pas la télévision, que la vie des enfants soit le jeu. Et le jeu se fait en Afrique, en dehors des chambres, en dehors du salon. C'est vraiment dans la cour, c'est dans le jardin. Les enfants doivent aller jouer, les enfants doivent découvrir le monde. Et ça, c'est pour les grands enfants. Pour les petits enfants, de grâce, pas de bébé devant la télévision, quelles que soient les conditions. Pas de bébé devant la télévision. L'enfant ne sera pas intelligent parce qu'il est resté devant la télé à 1 mois, à 2 mois, à 1 an. Ça a été démontré.
les parents, je vous invite à faire attention parce que les conséquences de la violence télévisuelle est très grave et elle est très profonde. Elle dure de l'enfance à l'âge adulte. Et là, il ne faut pas qu'on prépare une vie malheureuse à nos enfants sans le savoir. Donc la télévision a bien géré. Pas de bébé devant la télé. Les enfants doivent jouer peut-être 1 heure par jour pour la télé. Et quand ce sont les vacances, quand c'est les jours où les enfants ne vont pas à l'école, faites un autre programme en dehors de la télévision et que la télévision occupe le moindre moment de la journée ou de la soirée. Merci beaucoup. À bientôt si Dieu nous le permet. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bye bye.